Je vais intervenir aujourd'hui à la fois en tant que senior advisor du Cybercercle. J'interviens entre autres aussi à l'université de Caen, mais dans plusieurs structures sur les domaines de la cybersécurité pour essayer de mettre en place des formations globales par rapport à la cybersécurité. Et puis, c'est aussi une dernière intervention pour Avant de cliquer, qui est une société qui développe un programme de sensibilisation face au phishing. Donc, vous comprenez bien la suite avec les premières interventions, qui est un partenaire du Cybercercle et que je souligne parce que c'est grâce à eux que j'ai aussi découvert les actions portées par Bénédicte et le Cybercercle. Alors, suite à ces deux interventions sur le facteur humain dans la réalisation des cyberattaques, moi, je vais essayer, donc, pendant le quart d'heure qui vient, de développer un peu un panorama sur les actions qui peuvent être mises en place en amont des attaques pour améliorer la cybersécurité qu'on va appeler comportementale. Alors, je vais essayer de faire un partage d'écran qui devrait normalement fonctionner, j'espère. Est-ce que vous avez mon écran? C'est OK, c'est bon. C'est OK, merci. Donc, tout simplement d'abord, parce qu'on en parle tout le temps, une petite remise, qu'est-ce que c'est que le phishing ou l'hameçonnage? Alors, on va trouver ça très simplement, une définition en lien avec l'usurpation d'identité. Évidemment, technique frauduleuse, mais ça ne se limite pas aux messageries. Ça ne se limite pas aux SMS. À partir du moment où une usurpation d'identité, on va y mettre le mot phishing derrière pour aller accrocher les gens en faisant croire qu'on est une autre personne. Vous l'avez vu tout à l'heure. On a beaucoup parlé des rançons logiciels. J'aimerais juste mettre l'accent 2 secondes sur ce que j'appelle l'espionnage invisible. C'est-à-dire la première partie qu'a souligné Loïc Guézot sur son exemple, c'est-à-dire que pendant quelques semaines, pendant quelques mois, pendant quelques années, alors soit on va espionner une structure pour pouvoir l'attaquer de façon visible avec un rançongiciel, par exemple, ou un killer, mais ça peut être aussi tout simplement parce que eh bien, il peut y avoir des unités de recherche, il peut y avoir des détournements de données qui vont être très discrets, mais qui vont pouvoir aider les concurrents, voire continuer. Alors, pourquoi ça y est. Aider les concurrents et créer des distorsions au niveau de toutes les données. Pour revenir sur l'anticipation face au phishing, mais je dirais la cybercriminalité globale, eh bien, regardons cette évolution. On est passé, on a plusieurs étapes, que ce soit le récréatif. Je vais aller vite parce que ça reprend un petit peu avec un autre aspect, ce qui a été dit avant. On retrouve le récréatif. Oui, il existe encore des jeunes hackers, des jeunes, oui, plutôt hackers d'ailleurs, qui ne sont pas à la base cybercriminels, qui le font à usage récréatif. Il suffit de voir quelques défis que se donnent certains jeunes. Voilà. Là, en général, on n'est pas sur la dimension raquette ou la dimension revente, entre guillemets. Par contre, on découvre quelquefois de très belles failles de sécurité. Le côté criminel, le côté vandalisme, activisme, crime organisé, c'est plutôt ce qui a été décrit avant. Pourquoi activiste ? Qu'est-ce qu'on peut avoir sur le côté activiste ? Eh bien, j'ai peut-être déjà pris l'exemple du mémorial à Caen, qui, au moment des attaques terroristes, eh bien, s'est retrouvé avec des défigurations de sites et des appels au djihad, par exemple, parce qu'ils avaient fait une exposition, organisé une exposition qui déplaisait. Je prends cet exemple-là, mais il y en a beaucoup. Et au niveau image, au niveau réputation, c'est quand même très compliqué. Alors, il faut savoir que malgré l'anticipation, puisque la première fois, on veut dire, la structure se fait avoir, elle n'est pas toujours préparée,
La deuxième fois, bien, on met moins de temps, mais malgré toute l'anticipation, on n'est pas à l'abri de cybercriminels qui vont arriver à contourner le technique et malheureusement quelquefois l'humain. Et puis, dans le contexte actuel, le hacking gouvernemental, qui est, je pense qu'il y a de nombreux articles actuellement dessus, donc je ne vais pas revenir dessus, mais c'est certain que ce sont sans doute les attaques les plus sophistiquées qui est actuellement. Alors, hop, voilà. Comment agissent-ils? C'est une reprise, hein. Le phishing, on est à plus de 79%. Arnaque au président, exploitation vulnérabilité. Donc, vous voyez que déjà, entre le 79 plus le 47, eh bien, on est dans l'humain. Les premières choses, c'est l'humain. Dans les 80% des cyberattaques, vous retrouvez les principales problématiques, les principales connaissances. Mensonge-ciel, payer, ne pas payer, c'est volontairement provocateur à se poser la question entre les exemples de ceux qui payent, les exemples, les injonctions à ne pas payer. Oui, heureusement qu'il y a des supports institutionnels, heureusement qu'il y a des structures, surtout ne pas rester isolé, même si on dit de ne pas prévenir les autorités. Assurer, non assurer, des questions à se poser en amont. Fraude au président, détournement de fonds, déni de service, perte de confiance. On n'en a pas beaucoup parlé précédemment. Oui, perte de confiance qui va aller avec la communication, avec la dégradation de l'image, qui peut être dans les médias. Comment on anticipe? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se décide au dernier moment? On fait uniquement de l'urgence? Patrimoine immatériel, on y est revenu tout à l'heure. Et nos techniques qui ont évolué. Les caractéristiques du phishing, eh bien, je pense que, en effet, le phishing, on va utiliser toutes les caractéristiques humaines de chacun. Et c'est pour ça que quand il y a des constructions de mails et qui deviennent de plus en plus automatisées, eh bien, elles sont multiples. Elles vont attirer la curiosité, ils vont essayer de susciter la bienveillance, la curiosité. En effet, je vais vous donner quelques exemples de mails. Alors, à la fois, certains, vous allez me dire, je pense que Loïc Guézot, il les connaît par cœur, par exemple, mais quelquefois de remettre en quelques mails avec la progression des mails, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, la curiosité, la bienveillance, mais typique de la clé USB. L'objectif est de vous donner quelques petits exemples concrets qui peuvent vous alerter. La clé USB que vous trouvez sur le parking de l'entreprise, de la commune, de la métropole, qui en plus, quelquefois, est une clé qui est vraiment à vos, je ne vais pas dire vos initiales, mais logotée, parce que vous en avez fait il y a quelque temps. Et puis, qu'on va mettre directement, parce qu'on va se dire, mais il y a quelqu'un qui a perdu la clé USB et qui va le mettre dans un ordinateur, et là, qui va introduire un virus. C'est typique de la clé USB. La compassion. Qui n'a pas reçu un mail d'un ami, d'un collègue, comme quoi il avait un souci personnel ou un souci professionnel et qu'il avait besoin, quelquefois, de financement, quelquefois d'envoyer un mot de passe parce que le téléphone est hors d'accès, etc. L'inattention. Alors, on constate que plus on monte dans les fonctions, plus on est multi-écran. On est avec nos téléphones, on est avec nos mobiles, on est avec un portable et un ordinateur fixe. Et en fait, on fait de plus en plus de choses en même temps. Je suis sûre que tout en vous parlant, il y a au moins, allez, on va dire un quart d'entre vous qui va avoir reçu un SMS, qui va avoir regardé son téléphone à un moment ou à un autre. Et en fait, c'est le jeu de l'inattention. Comme le disait Loïc, on ne peut pas toujours aller dans l'adresse mail d'un mail de l'expéditeur
pour vérifier. Et si on fait deux choses à la fois, bien évidemment, on les fait moins bien. Alors, ça paraît un peu la palissade, sauf qu'on s'aperçoit que plus on est avec des gens qui sont éloignés du numérique, plus ils font attention lorsqu'ils utilisent le numérique parce qu'ils ne sont pas à l'aise. Plus on est à l'aise avec le numérique, plus les jeunes, plus on va passer d'un écran à l'autre et plus on prend de risques finalement. La méconnaissance des risques, des enjeux, des responsabilités, tout simplement. La preuve, la diffusion, la preuve, ce besoin de cybercercle, la preuve, voilà. Et puis l'indiscrétion. L'indiscrétion, je pense au mot de passe, notamment. Je pense à la personne qu'on va faire rentrer pour faire visiter son lieu de travail. L'indiscrétion, ça peut être aussi quelle est la structure où il va y avoir un filtrage ou un chemin ou un parcours dans, que ce soit la commune ou que ce soit une entreprise. Ou dans quelle structure on a un accueil où on sait qui est rentré et où les personnes peuvent aller quand elles sont extérieures. Toutes les grandes entreprises le font, normalement en tout cas. Mais dans les collectivités, très peu. Pour avoir une expérience d'ancienne élue, eh bien oui, quelquefois, il y a un étage différent. Mais il n'y a pas d'accueil entre les deux parce qu'il y a tellement de monde qui passe, tellement de citoyens. On va partout. Et que les bureaux ne sont pas strictement, pas toujours fermés, etc., etc. On a la même chose dans les entreprises. Pour moi, c'est une indiscrétion. Ça peut être pas involontaire, mais ça peut être opportuniste, tout simplement, ou ça peut être volontaire. Voilà. Une chose importante dans le phishing, c'est que tous les utilisateurs sont concernés avec le même effet, quelle que soit leur fonction. En effet, que ce soit vous, que ce soit un décideur, que ce soit le gardien, que ce soit la personne, toutes les personnes vont pouvoir, avec tous les utilisateurs, vont avec un simple clic faire rentrer de la même manière et déclencher de la même manière l'attaque. Alors, j'ai repris les différents étages, si on peut dire, de la complexité de quelques mails de phishing. On va distinguer 4 niveaux. Le premier niveau, on va être sur du mail très large. C'est le filet de pêche, on va dire à grande maille, qui est lancé en mer. Ça va être fait de façon automatique. Ils ont des moteurs pour ça qui vont envoyer partout, toutes les adresses mail. Vous savez très bien aussi qu'il y a un certain nombre de structures, voire quasiment toutes maintenant, où eh bien, on a une déclinaison des mails. C'est-à-dire que vous savez que c'est le nom, point, le prénom, arrobase, l'adresse de l'entreprise, point, fr, point, ce qu'on veut. Donc, en fait, c'est facile de récupérer ce genre de banque, ce genre d'adresse mail et d'envoyer très largement. Alors, si vous ne conduisez pas, que vous n'avez pas de véhicule et qu'il n'y en a même pas dans votre cercle professionnel, théoriquement, recevoir un mail comme ça, c'est impossible. Ça ne devrait même pas arriver sur une adresse professionnelle. En fait, on va même constater que votre véhicule n'est pas identifié, n'a pas de plaque, que votre contravention de 47 €, alors le clin d'œil pour les services de l'État, c'est qu'en effet, le logo République française n'est plus du tout d'actualité. Et puis, vous imaginez bien que le service recouvrement, pour quelque chose de l'État, ça ne marche pas non plus. Donc, la première cible, c'est celle qui n'est absolument pas concernée. Et on s'aperçoit, lorsqu'on fait un audit de vulnérabilité, un peu comme ce qu'a dit Loïc tout à l'heure, eh bien, on s'aperçoit que malgré ça, alors que les personnes n'ont pas de véhicule, voire n'ont pas le permis, on a entre 15 et 17% des gens qui vont cliquer, qui vont aller regarder. Pas forcément par curiosité, tout simplement pour en savoir plus ou pour transmettre à la bonne personne.
La deuxième étape, donc ça serait le niveau 1. Le niveau 2, sur toujours le même style de mail, ça va être si vous avez un véhicule de fonction. Là, vous pourriez vous dire, ah zut, en effet, 3 jours avant, j'avais le véhicule et j'ai pu être flashé. Sauf que je vous ai fait la démonstration des éléments qui font que. Et puis, dans le cadre professionnel, est-ce que l'État envoie directement à l'utilisateur si c'est un véhicule de fonction? Non, certainement pas. Donc, tous ces petits détails-là sont des détails qui paraissent des détails, qui, quand on est attentif, eh bien évidemment, on va les repérer. Quand on fait 3 choses en même temps, spontanément, on va peut-être cliquer dessus. J'ai pris d'autres exemples un petit peu larges. Un exemple qui est paru très fréquemment cet été. Eh bien, des faux mails d'une agence régionale de santé sur la consommation de l'eau. Alors évidemment, pour savoir si votre commune est concernée, et alors là, ça marche aussi bien avec les citoyens qu'avec les élus, ou qu'avec les agents, bien sûr, eh bien, il fallait cliquer. Qui a en tête les logos des agences de santé? Par contre, si on va regarder en effet le nom de l'adresse mail, on s'aperçoit que agence régionale de santé @palmarès-santé.fr, déjà c'est un peu spécial. Et puis, rien n'est personnalisé. C'est-à-dire que tout est global. Le mail qui viendrait d'une structure, il est personnalisé au territoire. C'est exactement comme tout à l'heure avec le véhicule et une contravention. Et il y a une personnalisation par rapport à la cible. Alors, la cible, évidemment, ou l'utilisateur. Là, vous imaginez bien que si vous activez le contenu et les macros, eh bien, vous faites rentrer un certain nombre de choses dans votre organisation. Quelque chose qui est très fréquent aussi, c'est les services de ressources humaines. La mise à jour des intranets, la mise à jour de votre compte professionnel, la mise à jour de... ça arrive très, très fréquemment. Alors là, petit clin d'œil, le mail s'appelle Octime, enfin l'expéditeur est octime@encorepiégé.com. On oublie aussi deux choses qu'on utilise beaucoup. LinkedIn. LinkedIn se fait piéger très régulièrement. Je pense que d'entre vous, vous en avez eu. C'est devenu un outil de conversation qui est tellement fréquent qu'on n'a plus excusez-moi, on n'a plus de filtre. On a LinkedIn sur notre téléphone, on a LinkedIn sur notre mail. On passe de l'un à l'autre. Sur le téléphone, on va être directement sur l'application. Donc, théoriquement, les mails sont légitimes, les messages sont légitimes. À partir du moment où on est sur le mail, vous voyez là par exemple, ça a été un piratage. C'est la tête de Carl Hernandez, qui est un des cofondateurs d'AvantClicker. Et puis, tout le reste est faux. On joue beaucoup sur le visuel. Et ça fonctionne. Et LinkedIn ne s'écrit pas comme ça. Si vous regardez, toujours, le premier réflexe, quand vous avez un doute, ça peut être en effet de regarder l'adresse mail. L'adresse d'envoi, bien sûr. Petit clin d'œil sur les SMS. Dans les SMS, vous vous apercevez que vous devez recevoir beaucoup de publicité, si on peut dire, publicité commerciale. Et puis, très régulièrement, on a des liens avec des envois. Alors, c'est pareil, on peut retrouver deux niveaux dans les piratages SMS. On peut retrouver le piratage SMS direct, comme c'était cet exemple-là, par exemple, où en fait, on va vous dire,
il l'envoie globalement. Peut-être que vous attendez un colis ou peut-être que vous seriez curieux de voir qui vous a envoyé un colis. C'est une première étape. La deuxième étape, elle peut aussi d'avoir été piratée une société de transport. Et là, d'adapter, et la société ne le sait pas forcément tout de suite, et là, d'adapter l'envoi de ces SMS aux personnes qui vont recevoir ou qui doivent recevoir des colis. Et vous voyez bien que vous n'aurez pas la même attention. Si vous êtes impatient de recevoir un colis, vous allez peut-être cliquer de façon beaucoup plus systématique ou rapide. Ça, c'est un mail qu'on nous a envoyé, qu'on nous a transmis il n'y a pas longtemps du tout. C'est que le plafond des dépenses des tickets restaurants a changé. Alors, évidemment, les cyberattaquants, ils sont très, très au courant de l'actualité. Pourquoi? Parce que vous l'êtes, vous aussi. Et comme vous l'êtes aussi, eh bien, oui, qui est intéressé par le fait que le ticket restaurant monte? Tous ceux qui en bénéficient. Alors, on envoie large, pareil, on est personnalisé. Et puis derrière, eh bien, on se retrouve avec des cyberattaques. Je vais en prendre une dernière qui est qui va venir très actuelle puisqu'on arrive en fin d'année. En fin d'année, toutes les soirées, les dîners de fin d'année, les Noëls d'entreprise, les Noëls de collectivité. Alors, n'oubliez pas, votre logo, il est quasiment sur tous vos sites Internet. Donc, c'est très, très facile de prendre. C'est très facile aussi de faire un faux mail. Alors, je le dis là, mais vous faites la démonstration d'un transfert de mail, notamment des mails qui sont envoyés via des entreprises de mailing. Très souvent, vous faites un transfert du mail, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. Et il apparaît comme totalement authentique. Petit clin d'œil sur le diffusion restreinte que j'ai mis en bas. À partir du moment où on met où il y a un petit logo confidentiel, diffusion restreinte, eh bien, ça pique la curiosité des gens. Et les gens cliquent encore plus sur les mails. Alors, pour quitter tous ces exemples, on va se retrouver sur la cybersécurité comportementale avec vraiment différentes étapes. Je vais faire en 3 slides. Une première étape globale qui va être la prise de conscience. On est en plein dedans, vous l'avez tous souligné. Il y a l'actualité et puis il y a aussi souvent la réalisation d'un audit. Et oui, parce que l'actualité nous pousse, on se dit on en est où? L'évaluation de la maturité de notre structure. Alors, de façon humoristique, si on peut dire, si on objective l'état de maturité cyber, notamment comportementale, eh bien, on n'oublie pas d'inclure le COMEX, le CODIR, les services informatiques. Et oui, ce n'est pas uniquement des utilisateurs qui vont de façon exclusive cliquer. On a bien dit, tout le monde peut cliquer. Et quand on fait l'évaluation, on a certaines surprises. Ça peut aider aussi à la prise de conscience des décideurs par rapport à la nécessité de mettre quelque chose en place. Le côté théorie, on va revenir dessus sur la slide d'après. La partie apprentissage en situation professionnelle. Alors, il y a plusieurs, sur le phishing, il y a un certain nombre de structures, comme Proofpoint, comme Avant de cliquer, et d'autres. Il y a plusieurs façons d'envisager ça. Certains réalisent, même quelquefois en interne, des audits qui vont être répétés. On s'aperçoit que quand on fait un audit qui dure 1 semaine, il y a pendant à peu près 1 mois une augmentation de l'attention sur la réception des mails et sur la perception des mails. Pourquoi? Parce que les gens ont été un peu piqués, ils se sont fait avoir, si on peut dire, même si c'était un audit et donc on les a rassurés que c'était un audit. Mais voilà, ça a réveillé leur attention. Au bout d'1 mois,
la tension diminue. Donc, certaines structures font le choix de faire des audits régulièrement. La deuxième option sur le côté apprentissage, ça va être plutôt des emails d'apprentissage. Je vais revenir sur un, je vais vous donner un exemple. Qui, eux, vont être à la fois individuels, vont être réguliers, vont être constants. Toute l'année, il va y en avoir. Peuvent être aussi reliés avec des algorithmes qui permettent de faire monter la maturité. Quand vous avez vu qu'il y avait plusieurs niveaux, l'objectif, c'est que tout le monde monte au niveau des niveaux. Et puis, eh bien, l'objectif final étant évidemment d'acquérir des réflexes de cybersécurité. Qu'est-ce qu'on entend par réflexe de cybersécurité? Eh bien, on va entendre, pour moi, trois mots importants. Le côté repérer, veille. Le côté transmettre, oui. Si on est capable de veiller, eh bien, on est capable aussi de dire, si j'ai reçu un mail d'alerte, un mail d'attaque, eh bien, peut-être qu'il faut que je le dise à quelqu'un. Je ne le mets pas juste dans la poubelle. C'est tout à fait le bouton de reporting dont parlait Loïc, qui correspond au bouton d'alerte cyber, par exemple, chez Avant de cliquer, et qui permet de transmettre au service informatique, qui, derrière, va pouvoir réagir. Vous imaginez bien si un matin, au bout de 2 heures de travail, ils ont eu un même mail qui a été transmis et repéré par un quart des utilisateurs, c'est que l'attaque, elle est sans doute globale. Et que là, ils vont pouvoir réagir pour prévenir les 3 autres quarts. Et puis, communiquer, tout simplement parce qu'on est aussi dans une cohésion. Alors, on s'aperçoit, je reviens sur l'audit, que quand on fait un audit avec un certain nombre de mails prédisposés, s'il n'y en a pas beaucoup, eh bien, au bout de quelques jours, la machine à café marche très bien pour se dire, attention, j'ai reçu un mail de contravention ou un autre. Voilà. Communiquer, ça peut être aussi dans l'autre sens. Communiquer sur toutes les alertes, ne pas communiquer que sur les attaques, mais communiquer aussi sur le côté on a évité, on fait et on met en place. On va retrouver, puisque la thématique de ce matin était vraiment sur le côté formation, j'ai essayé de recenser sur cette slide une grande majorité des aspects formation que l'on peut mettre en place. Pourquoi j'ai voulu faire cette slide? C'est parce qu'à la fois, il y a des choses qui vont nécessiter des interventions externes, voire des entreprises, des formateurs, etc. Et puis, il y a des choses qui dépendent sans doute directement de votre DRH. Peut-être qu'il faut la former en amont, mais derrière, qui va dépendre directement de votre organisation managériale, etc. On va retrouver acquérir des connaissances. Dans l'acquisition de connaissances, on a évidemment la formation continue au niveau de vos entreprises et vos structures, sur des personnes déjà en poste, mais on va avoir la formation initiale. Alors, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit clin d'œil sur une action qui est co-portée avec le CyberCercle maintenant, sur l'appui à mettre en place une sensibilisation à la cybersécurité chez tous les élèves de première, par exemple. C'est-à-dire avoir un socle commun avant même d'arriver en entreprise. Alors, tout organisme de formation, même si c'est une université, donc une structure État, eh bien, on peut quand même considérer qu'un lycée est une entreprise, fonctionne comme une entreprise. Elle aura les mêmes problèmes. Vous imaginez bien qu'une cyberattaque qui paralyse tout un lycée la veille du bac, ça peut être très, très problématique. Donc, en fait, finalement, socle commun, c'est au plus tôt essayer de sensibiliser les enfants, les adolescents, les adultes. Et puis, la formation initiale, professionnalisation, bien, on voit fleurir, et heureusement, un certain nombre d'écoles de cybersécurité, certaines avec des programmes plus courts, plus longs, etc. Ça devient quelque chose dans le recrutement après, qui peut devenir important aussi. Un petit focus sur la formation.
il n'y en a pas de structure. C'est quelque chose qui est finalement simple à mettre en place. Elle peut être complexe et durer plusieurs jours, mais elle peut aussi être pendant 3 heures ou la première matinée, mettre en place, faire le MOOC de la CNIL, commencer le MOOC de l'ANSSI, avoir un certain nombre de découvrir le site de cybermalveillance, introduire la cybersécurité dans la formation d'intégration. Je vais prendre un exemple, on a parlé des hôpitaux tout à l'heure. Je sais qu'à Caen, par exemple, sur les nouveaux internes, c'est-à-dire les étudiants qui arrivent en Bac+7, qui vont être internes à l'hôpital, donc qui arrivent de toute la France, puisqu'il y a une redistribution, ils ont une journée d'intégration et ils ont, oui, ce n'est que 3 heures sur la journée, mais ils ont 3 heures sur la sécurité économique et la cybersécurité. Et oui, plus on est dans des structures bienveillantes, les hôpitaux, les EHPAD, évidemment les collectivités, on est sur des actions et des missions au service du public, au service des malades. Et plus on est éloigné de ces cybercriminels qui, eux, ont des intentions qui ne sont pas du tout bienveillantes. Mais le parallélisme est important. Développer des réflexes de cybersécurité. Alors, on l'a vu un tout petit peu avant, on peut y rejoindre dans l'acquisition de connaissances, j'ai mis des couleurs un petit peu, mais vous voyez qu'on a le côté présentiel, le côté e-learning, le côté apprentissage. Et puis, quelque chose dans développer des réflexes de cybersécurité qui paraît important, c'est la communication. La communication, elle peut être visuelle, des affiches, des fonds d'écran, des choses qui changent, qui restimulent notre inconscient par rapport à la veille. Elle peut être organisationnelle. Un exemple très simple à mettre en œuvre, dans la salle de pause, d'avoir un ordinateur blanc. Alors, je dis ça parce que c'est un ordinateur non connecté au reste de réseau. Vous savez, le très vieux qui dort au fond d'un grenier parce qu'il ne peut plus servir. Et on ne le connecte à rien. Par contre, ça permet de mettre une affiche au-dessus en mettant que s'il y a une clé USB, c'est sur cet ordinateur-là. Parce qu'attention, une clé USB peut être porteuse d'un système malveillant. De la même manière, certains ont fait le choix aussi d'y adjoindre une imprimante j'ai envie de dire, de base, non connectée, parce qu'on s'est aperçu qu'un certain nombre de salariés, stagiaires, allaient vouloir imprimer des outils, des éléments extérieurs à la structure. Alors vous allez dire, oui, ça encourage. Quelquefois, il vaut mieux payer un peu d'encre et 3 ramettes que ça soit fait sur l'ordinateur du réseau de l'entreprise. Communication événementielle. Qui organise des journées de cohésion d'équipe? Alors, par exemple, dans l'événementiel, on peut faire des journées événementielles thématiques utiles. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas utile de faire un cours de cuisine en équipe. On se découvre dans l'équipe. Ça peut avoir beaucoup d'impact positif. Alors, si on fait un cybergame, il existe des cybergames. Par exemple, l'Université du Havre a fait un espace game sur la cybersécurité, où on peut jouer en équipe. Il y a le côté jeu, il y a le côté ludique. Manifestement, il y a des cybergames qui sont en train de naître je cherche le nom, en équipe aussi, en réalité augmentée, où vous vous baladez et vous réalisez tout ce que vous pouvez faire. Alors, le numérique, ça ne s'arrête pas là, hein. Dans la cybersécurité, j'élargis. On est formé à la cybersécurité sur cette slide-là. On peut aller sur aussi la cybersécurité en déplacement. Si vous allez à la Coupe du Monde en ce moment et que vous êtes invité et que vous partez pour le Qatar,
n'emmenez pas les photos de votre petite famille sur votre téléphone, surtout si vous êtes dans une entreprise qui peut intéresser certains de vos concurrents, par exemple, eh bien, de l'été dernier avec votre femme ou votre fille en bikini. C'est un très, très bon moyen de confisquer un téléphone. C'est du vécu, hein, ça revient, voilà. Donc, tout ça, c'est communication interne. Je ne vais pas revenir dessus. Et puis externe, eh bien, on va se retrouver avec le côté communication par rapport à vos partenaires, par rapport à vos concurrents, par rapport aux citoyens, par rapport tout le côté communication externe. Un petit clin d'œil sur vos sites. Oui, on communique beaucoup en externe sur tout le monde, tout ce que tout le monde fait. Et puis, en fait, eh bien, sur un site Internet, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des faux mails, notamment dans le cas de la fraude au président. Je ne vais pas revenir dessus. Les solutions techniques, évidemment, si vous ne formez pas les gens à utiliser les solutions techniques, que ce soit un gestionnaire de mots de passe, eh bien, vous allez vous retrouver avec les mots de passe écrits sur des post-it. Oui, ça existe encore. Et puis, anticiper la résilience. Qu'est-ce qu'un plan de continuité d'activité, un plan de reprise d'activité, la gestion de crise, comment on l'anticipe sur tous les plans. C'est juste pour vous montrer, par exemple, par rapport à un mail de phishing, quand on est sur un mail d'apprentissage, eh bien, quand les gens cliquent sur un mail, par erreur bien sûr, eh bien, il y a toute l'explication de pourquoi ils n'auraient pas dû cliquer. Vous voyez que un certain nombre, comme d'autres, d'entreprises sont vraiment maintenant axées sur une cyberculture et qu'en fait, une cyberculture, ça va être un ensemble d'outils pour stimuler notre acquisition de réflexes sur du long terme. Je fais court. La dernière chose qui peut être importante, c'est que finalement, installer une culture cyber, c'est à la fois former les décideurs, c'est-à-dire les sensibiliser. Oui, la cybersécurité, c'est un investissement d'avenir, ce n'est pas une dépense. Des services informatiques qui communiquent, oui, on les fait descendre des tours d'ivoire, ils pilotent des solutions, mais il faut qu'ils puissent communiquer avec les utilisateurs et des utilisateurs sensibilisés. Ne pas oublier que quand on forme dans le cadre professionnel, eh bien, on forme aussi pour la sphère privée, familiale, les mandats électoraux, associatifs, etc. Vous savez bien qu'on a tous des téléphones où maintenant on a accès à tous nos mails sur le même. On a plein de boîtes. C'est formidable. Ça fait passer aussi tous les virus des uns aux autres. Je vous remercie. Je suis à votre disposition.